Merci Madame la Présidente. Je laisserai également Marianne Duranton, déléguée spéciale, dire un mot sur la partie cyclable de ce plan en réponse aux différentes interventions. Je veux évidemment commencer par remercier les collègues et Florence de Pomplane en particulier et Alix Bougeret du groupe UDI et IDFR pour leurs interventions, leur soutien et les différentes contributions qui ont pu être faites. Plaisir d'avoir eu Valéry Giscard d'Estaing invoqué dans cette enceinte. Et effectivement, cher Alix, c'est bien le plan de tous les Franciliens et de toute la région. J'ai entendu les différentes interventions, notamment M. Germain qui salue les objectifs qui sont à la hauteur de l'enjeu. Merci. C'est un point commun que nous avons. Nous avons des différences néanmoins dans votre intervention. Nous ne cherchons pas à opposer les mobilités. Pour moi, il n'y a pas la bagnole contre les vélos, comme vous évoquez, mais je crois que ce plan cherche justement à accompagner les évolutions de mobilité des Franciliens de manière incitative, non punitive, et en évitant vraiment ce que l'on nomme parfois la guerre des mobilités, pour essayer de faire ça de manière simple. Pour vous répondre et répondre en même temps au Rassemblement national sur les questions financières, je crois que le protocole d'accord qui a été signé avec Clément Beaune et Elisabeth Borne par la présidente il y a quelque temps de cela est justement la garantie d'avoir une fiabilité dans le financement de notre transport en commun avec une répartition juste et équilibrée de l'effort pour tous. Le Grand Paris Express, c'est une grande chance pour la région Île-de-France. C'est néanmoins 1 milliard de dépenses supplémentaires pour Île-de-France Mobilité en coût, qui ne seront pas directement couverts par des nouveaux usagers des transports en commun. Il était nécessaire de s'assurer que cet effort-là ne soit pas uniquement porté par les usagers, ce qui était peut-être un moment le plan de l'État à un moment donné. Il y a eu un accord ambitieux qui permet de répartir cet effort entre tous les financeurs des transports en commun, que sont les collectivités, les usagers et les entreprises. Et, pardon, le Rassemblement national se dit l'effort portera encore sur ces trois personnes-là. Oui, à l'arrivée, l'argent magique n'existe pas, pardon. Et effectivement, il faut bien que les usagers qui payent une part très faible, moins d'un tiers du coût réel des transports en commun, les entreprises qui en bénéficient pour leur attractivité et les collectivités qui font un effort majeur dans leur budget, qui sont, vous le savez, partout en contraction, mais qui sur la partie des transports restent importants et en augmentation, puissent financer nos transports. Donc cet accord, c'est notre bouclier pour être sûr d'avoir de quoi financer nos transports dans les années à venir. Monsieur Juravert, vous avez alors j'ai pas tout compris dans votre intervention. À un moment, vous critiquez les nouveaux transports en commun en mode lourd, puis de l'autre côté, vous dites que en fait, on ne va pas assez loin sur la baisse de la voiture. Enfin, je ne suis pas sûr d'avoir totalement compris la cohérence du propos. Ce qui est certain, c'est que vous déplorez l'absence de fret ferroviaire dans le plan. Relisez l'axe 10 du plan. Il est spécifiquement sur la question du fret ferroviaire. Je pense que ça pourra répondre à vos interrogations. Merci, cher Fabien Guillaume-Bataille, des différents remerciements que vous avez formulés aux différents intervenants et notamment à mon prédécesseur Stéphane, avec qui effectivement ce plan a été initié au départ. La limite de 2030, c'est parce que ces plans sont toujours sur des durées. Le dernier, c'était 2010-2020. Le suivant, c'est techniquement 2020-2030. Le plan de 2010, d'ailleurs, avait été adopté quelques années plus tard, après 2010. Finalement, c'est le même phénomène. Il y aura un plan suivant qui passera après 2030. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Mais il faut évidemment donner cette visibilité-là. Merci de voter ce plan-là. Je vois qu'on a des sujets de désaccord. J'ai entendu le mot privatisation plusieurs fois dans votre bouche. J'imagine que vous vouliez parler de délégation de service public, ce qui est radicalement différent avec la privatisation. Vous le savez bien, les délégations de service public, c'est l'inverse même de la privatisation, parce que c'est la puissance publique qui va maîtriser un contrat, qui va déléguer pendant une durée très faible à une entreprise potentiellement privée, qui va exploiter selon des contraintes posées par le public. C'est vraiment l'inverse de donner les clés du camion au privé. Et ce qui permet justement d'éviter le dumping social qui vous inquiète. Et je crois que les différentes missions et travaux qu'ont pu conduire l'Île-de-France Mobilité démontrent que dans ces délégations de services publics, la question sociale est centrale. Il y avait aussi la question du bilan annuel de cette mise en concurrence. Et là, pour le coup, vous aviez bien, votre langue n'avait pas fourché, c'était bien la mise en concurrence. Ce bilan annuel, souvenez-vous, il a lieu chaque année au printemps au Conseil d'administration de l'Île-de-France Mobilité, où je crois vous avoir vu d'ailleurs la dernière fois, où on peut poser la question à tous les opérateurs. C'est une nouveauté, avant ils ne venaient pas nous parler. Maintenant, ils viennent rendre compte et répondre aux questions des administrateurs. Pareil, le PDMIF est un gros document.
l'action 3.1, dans sa version réécrite, prend en compte le métro pour tous que vous appelez de vos voeux. Donc c'est bien pris en compte. Donc vous comptiez voter ce plan, vous allez pouvoir le voter avec encore plus d'enthousiasme, je m'en félicite. Merci également au groupe majorité présidentielle pour les différents points qui ont été évoqués. J'ai vu qu'il y avait des amendements, ça sera probablement l'occasion de continuer à en parler. Et voilà pour répondre aux différents points. J'ai quand même été surpris de l'intervention du Rassemblement national qui, à mon avis, n'a pas lu le plan en entier, ou peut-être même pas du tout. On a bien une action qui est différenciée territoire par territoire. La Grande Couronne n'est pas traitée comme l'hypercentre de Paris, notamment sur la question de la place de la voiture. On le sait, les sujets ne sont absolument pas les mêmes. Et quant au sujet des investissements qui ne seraient pas présents dans ce plan, il y a un document qui s'appelle le CPER, le contrat de plan État-région, qui est notre contrat qui prévoit l'ensemble des investissements dans les transports en commun. Ce contrat de plan État-région est extrêmement précis sur quelles sont les lignes qui vont bénéficier d'investissements. Vous aviez l'impression que les transports en commun sont complètement oubliés. Depuis 2016, c'est quasiment 1400 trains neufs, RER, métro, neufs ou rénovés, qui circulent sur nos lignes. Si vous n'en avez vu aucun de cela, c'est que vous ne prenez pas assez les transports en commun, cher monsieur. Mais en tout cas, ne vous en faites pas, on continuera à rénover nos transports en commun comme nous le faisons avec volontarisme depuis 2016. Et je laisse la parole à Marianne Duranton pour la suite. Merci.